Bonjour Stéphanie. Bonjour Lilou. Merci d'accepter de faire cette interview aujourd'hui, presque à la sortie de ton livre, L'incroyable pouvoir du souffle, qui est sorti chez Actes Sud. Un bonheur de pouvoir discuter de ce sujet, un livre qui est passionnant, très bien écrit, et un sujet qui est particulièrement, en fait, qui tombe au bon moment, on va dire, parce qu'en ce moment, il y a des climats un petit peu de peur, d'angoisse. On sent que là, le souffle peut être une réponse à ça et à bien d'autres choses. C'est plus qu'une éloge de ce super pouvoir que tu nous donnes là, c'est vraiment un guide sur comment utiliser le souffle dans son quotidien. Donc je suis très intéressée de parler particulièrement de la partie de la transformation en fait qu'on peut vivre nous-mêmes au niveau corps, esprit, âme. Tout ça, c'est des sujets qui forcément m'intéressent beaucoup et les personnes qui regardent mes interviews. Donc, j'ai hâte d'aller creuser tout ça. Donc, on te connaît parce que tu es journaliste à la télévision, tu es réalisatrice, tu as toi-même pu écrire ce livre grâce à ton parcours en neurosciences, tu t'intéresses à l'éducation éclairée, etc. Donc, tu vis aux États-Unis, tu as des enfants, enfin, tu as ce parcours assez global. J'ai cru comprendre qu'en 2017, il y avait eu quand même un changement. Il y a eu plusieurs changements dans ta vie, n'est-ce pas, pour en arriver là à écrire ce livre? Il y a eu un changement qui a été la rencontre avec le souffle et soudainement la découverte qu'on avait accès à tout un monde quand on commençait à pratiquer. Et puis aussi, j'ai eu un grand changement de vie. Je me suis séparée du papa de mes enfants. Et donc, j'ai remis ma vie à plat. Je suis repartie dans une nouvelle dynamique. Donc, je pense que tout était très connecté. C'était un moment clé pour moi et le souffle a été un très grand accompagnateur. Tu dis que c'est même un maître, un enseignant. C'est fort quand même d'utiliser ce mot-là. C'est ce que j'ai trouvé très intéressant avec le souffle, c'est qu'il n'y a aucun maître du souffle. C'est vraiment le souffle qui est le maître. Et selon là où on en est, on le perçoit de façon différente. On progresse vraiment au fur et à mesure dans la perception subtile de ce que c'est. Et puis, il vient nous apprendre tellement, mais tellement sur nous, que c'est pour ça qu'à mon sens, c'est un maître. Hmm. Donc il y a plein de façons on va dire, de le vivre, de comprendre déjà ce que c'est. Enfin, par où on commence? Parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur le souffle. Déjà, le souffle n'est pas la respiration. Exactement, c'est deux choses très distinctes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir du souffle sans respiration, mais il ne peut pas y avoir de respiration sans souffle. Quand je dis qu'il peut y avoir du souffle sans respiration, c'est par exemple les grands champions d'apnée qui ont de la supplémentation en oxygène, ils peuvent s'arrêter de respirer pendant 20 minutes. Mais le souffle est... Et la vie, la prise de conscience, elle vient du souffle. Donc c'est véritablement deux choses qui ne sont pas la même chose. Et d'ailleurs, nous, qu'est-ce qu'on peut apprendre? C'est à contrôler la respiration. Et c'est comme ça qu'on fait connaissance avec le souffle. C'est en pratiquant la mécanique, quelque part, qu'on peut soudainement le rendre un peu plus palpable et apprendre à l'utiliser, l'apprivoiser. Ouais. Alors, alors là, on part vers la pratique tout de suite, mais comment est-ce qu'il y a déjà quelque chose que tu pourrais nous faire faire là qui nous permettrait de se rendre compte bien de la différence et de l'impact que ça peut avoir juste sur quelques secondes? Parce que tu nous dis, si on pratique ça pendant plusieurs semaines, il y a énormément de bénéfices en fait, d'après ce que j'ai cru comprendre, tant au niveau de sa santé, du sommeil, de son état psychique, de sa conscience sur les choses, même de perte de poids, c'est assez énorme. Donc par où commence-t-on en fait? Bah, il n'y a pas d'entrée, c'est circulaire le souffle, c'est vraiment le cycle de la vie. Donc en effet, on rentre par là où on a envie d'entrer. C'est aussi ça qui est formidable, c'est que on va être attiré par quelque chose, donc ça peut être un problème de santé physique, une douleur, et puis voir que par le souffle, eh bien, on obtient des résultats fantastiques, ou ça peut être des crises d'anxiété, ou il y a plein d'entrées qui sont différentes. Mais comme tu dis, il faut le voir vraiment dans sa globalité, parce que quand on touche à son souffle, quand on pratique la respiration, qu'on commence à le comprendre dans la globalité, eh bien, on change véritablement sa vie, parce qu'on change soi. Pour moi, c'est une rencontre qui nous permet de faire connaissance vraiment avec nous-mêmes, de nous observer, parce qu'il nous amène à l'authenticité. Quand on commence à regarder comment on respire, on rentre dans notre intime, on a des informations sur nous. Donc, la première chose que je peux vous conseiller de faire, c'est tout simplement, par exemple là, de regarder
ce qui se passe. Où est-ce qu'il est votre souffle? Comment est votre respiration? Et moi, je fais très régulièrement comme ça des checks dans la journée et ça vient me donner des informations sur mon état. Davantage que si je réfléchissais à savoir, bon, comment je me sens là? Non, parce que par exemple, je constate que mes épaules sont ultra figées ou que j'ai des tensions quelque part ou que je respire très vite ou que ma respiration est très haute. Et ça vient me dire là où j'en suis. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un partenaire de dialogue avec nous-mêmes. Ça nous permet de nous extraire et d'avoir davantage conscience puisqu'on se met à s'observer. Quand on regarde notre souffle et notre respiration, on se voit. Soudainement, c'est comme si on sortait un peu de nous-mêmes et on voit dans quelle émotion on est englué, dans quel état d'être on est exactement. Oui, parce que c'est clairement notre monde intérieur finalement, et enfin après ce qu'on va vivre à l'extérieur et le reflet de ce qu'on a à l'intérieur. C'est vrai que c'est pas toujours facile à faire une photo ou à se rendre compte exactement de ce qui est là. Donc tu nous dis par le souffle, ça nous permet de constater où on en est intérieurement et donc d'impacter notre extérieur. Oui, mais aussi, ça nous permet de savoir ce qui rentre en nous. Tu vois, là, la crise, c'est très intéressant. Le coronavirus, quand j'étais en train d'écrire ce livre, on était en plein dedans. Je me disais, waouh, c'est quand même dingue parce que le sujet tombe à point de nommer, puisque c'est vraiment, ça se transmet justement par l'air, parce qu'on laisse entrer en nous aussi. Donc, à la fois, ça vient nous parler de ce qui se passe en nous, notre rapport à la vie, de comment la vie circule en nous, et puis aussi de ce qu'on accepte ou de ce que l'on n'accepte pas. Et ensuite, de ce que l'on renvoie dans le monde. Donc, il y a vraiment 3 phases. Il y a l'extérieur qui rentre en nous, ce qui se passe à l'intérieur de nous, et ce qu'on reprojette dans le monde extérieur aussi. Et ça passe par cette connexion-là, parce que quand on respire avec autrui, on peut par exemple, toutes les deux, se mettre à respirer de la même façon. Qu'est-ce qui va se passer? On va ressentir les mêmes émotions, on va se mettre en synchronie. Par exemple, les hymnes nationaux, ce ne sont pas tellement pour chanter ensemble, mais c'est pour respirer ensemble, pour créer cet état de grâce qui fait que eh bien, tout le monde fonctionne ensemble. Ça nous rassemble vraiment, le souffle, il nous lie comme ça les uns aux autres. Même en étant à distance, tu vois, juste en respectant des patterns respiratoires qui sont similaires, on peut se mettre ensemble. Si tu étais à côté de moi, par exemple, et que tu avais un bonbon à la menthe et que tu soufflais à côté de moi, et ben je me mettrais avec toi et je connecterais avec toi parce que ton souffle m'enverrait un indicateur olfactif qui me mettrait aussi ensemble avec toi. Donc par le souffle, on connecte comme ça avec le monde et on fait rentrer ou pas, on choisit. C'est vraiment, encore une fois, c'est cette notion de globalité. C'est un cercle, ça ne s'arrête jamais. Ce qu'on respire aussi, ça repart dans la nature et puis ça revient. L'air qui nous environne a toujours été là. Et nos enfants le respireront et nos petits-enfants aussi. Donc c'est un cycle, voilà, c'est le cycle de la vie. Ouais, j'ai beaucoup aimé quand tu parles dans le livre de parce qu'on a tous nos peurs et moi j'ai cette peur justement par rapport à la respiration et par rapport à ma petite fille hein, qui a même pas 2 ans et j'ai entendu dans le livre tu dis que ça a sauvé la vie. Bon là c'est à Picasso, hein, tu commences comme ça au début du livre que un souffle très rapide finalement sur le visage d'un bébé, d'un enfant ou d'une personne qui est en train de s'étouffer va lui donner un instinct direct de respiration. Il va trouver par lui-même la manière de respirer, de reprendre, ça amène de la conscience, ça fait venir la conscience. Exactement. Pour moi, tu vois, tu as le corps qui marche mécaniquement et pour mettre cette conscience dans le corps, pour s'incarner, finalement, on s'incarne par le souffle. Et ce dont tu parles, l'histoire de Picasso, c'est qu'en effet, Picasso est né, sa maman avait terriblement souffert et on pensait le bébé mort-né. Donc on avait laissé le bébé de côté, on ne s'en occupait pas. Et son oncle, qui fumait un gros cigare, est venu lui souffler dans le visage une bouffée de ce cigare. Et là, voilà, ça l'a amené à la vie. Et c'est ce souffle-là qui, en effet, s'est transmis. C'est aussi pour ça que, tu vois, malgré le cigare, mais c'est cette notion aussi de transmission, c'est que nos souffles sont connectés. Sans le souffle dans son oncle, il n'aurait pas eu le sien. Donc, et puis, tu vois, le cigare, c'est intéressant parce que souvent, on ne fait pas attention, justement, au souffle autour de nous. Et quand on a un marqueur olfactif comme ça, bah, soudainement, on y fait attention. Dans la rue, tu peux avoir quelqu'un qui fume à 20 mètres de toi et tu sens. Eh ben ouais, donc ça veut dire que nos souffles, ils sont connectés même à une telle distance. Mais on s'en aperçoit pas si on n'a pas donc, ce marqueur. Et comment c'est lié alors parce qu'il y a plusieurs parties dans ton livre, tant au niveau physique, de l'esprit que de l'âme. Alors forcément la partie âme dont tu parles, c'est-à-dire agir en conscience, ces états modifiés de conscience, de vivre
de vivre, de dissoudre même l'ego. Tout ça fait partie, le souffle peut contribuer à cet éveil. Comment tu vois le rapport entre le souffle et cette ouverture de conscience? Tu en parlais tout à l'heure, mais comme ça dans notre quotidien, en quoi ça nous permet d'agir plus en conscience, par exemple? Le souffle, ça nous permet d'être à l'instant présent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas respirer pour demain, on ne peut pas respirer pour hier. Quand soudainement on reconnecte avec sa respiration, on est là, maintenant, tout de suite. Donc ça nous ramène, on ne peut pas faire des projections, c'est vraiment, ça nous ramène là. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes? Et puis, quand on reconnecte aussi à sa respiration, ça nous permet de prendre un peu de distance et de voir ce qui se passe en nous. Et ça, souvent, on est piégé. Par exemple, quand on a un accès soudain d'émotion, ben, on est pris dans cette émotion. Mais si, d'un coup, on arrive à se dire « Attends, je reprends la main sur ma respiration » ou j'y fais soudainement attention, ben, on a un petit décalage comme ça de cette conscience par rapport au moment qu'on est en train de vivre. On se pose en observateur davantage quand on apprend à contrôler son souffle et quand on a la conscience qu'il nous arrive. On peut par exemple faire une crise d'angoisse et plutôt que de se dire « Oula, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, je vais mourir », on se dit « Ça va pas, ça va pas, ça va pas », mais en fait, je suis en train de voir ce qui va pas. Et je suis en train d'embrasser aussi ma peur. Parce que le souffle permet ça. Vraiment, il nous donne une espèce de distanciation de tout ce qui se passe en nous. On s'aperçoit, c'est pour ça qu'il y a un impact immense sur la notion d'ego, que tout ça n'est que factice, que tout ça arrive, nous assaille, mais que c'est à la fois ou des réactions chimiques, ou des engrammes que nous avons, ou bien des masques que nous portons qui sont liés à notre personnalité, notre histoire, les douleurs de notre âme. Mais le souffle nous met encore une fois dans cette position de ne plus être pris au piège, tout ça, de vraiment avoir cette capacité soudainement à avoir peur, mais à embrasser la peur et à ne plus ou la fuir, ou essayer de la faire taire totalement. Le souffle ne frappe à terre. C'est ça qui est très intéressant aussi, c'est que, par exemple, en cas d'angoisse, il peut nous accompagner, mais il ne va pas dissoudre totalement. Il va juste permettre de faire baisser un petit peu les nuages pour qu'on ait une petite perspective un petit peu plus loin. Mais en revanche, c'est pas comme d'aller prendre un cachet qui va juste éteindre le voyant. J'adore d'ailleurs cette image de Stanislas Grof, qui est justement un grand maître de la respiration holotropique, Ouais. et qui dit... Donc, quand on a une problématique et qu'on fait taire le symptôme, c'est un peu comme si vous alliez chez le garagiste et que vous disiez « Ah bah regardez, là, il y a un voyant rouge sur la voiture, j'ai un problème », et que le mécanicien passait la tête sous le tableau de bord, tirait les fils et disait « Bah vous voyez, il n'y a plus de voyant rouge, c'est bon, vous pouvez partir ». Et on n'a rien réglé. Et le souffle, il nous sert à ça, il nous sert à aller régler. Parce que, à la fois, il nous permet d'éteindre le voyant rouge, mais il marche toujours le voyant rouge, il va se réallumer dès que ça va revenir. Pendant ce temps-là, on peut aller faire le travail de fond parce qu'on est dans l'acceptation de l'espace. C'est comme aussi si on avait un parent qui venait nous tenir la main ou quelqu'un qui nous rassure, qui nous dit « Tout va bien, tu vas y arriver, c'est compliqué, c'est dur là, mais tu vas y arriver, c'est un mauvais moment à passer. » C'est pour ça que la notion de maître, pour moi, elle est très forte parce que c'est vraiment… Un enseignant au quotidien, oui. Ouais, qui est là en permanence pour nous et auquel on a tous accès. C'est gratuit, c'est dispo 24/24. Et plus on pratique, plus ça nous apporte de la richesse. C'est comme si, ce que j'entends, c'est comme si ça laissait de la place pour l'âme de pouvoir être plus présente, d'intervenir, hein, on sent c'est plus spacieux d'un seul coup et il y a une intervention plus connectée qui est là et qui peut déployer sa sagesse. Exactement. Ça laisse de l'espace. On fait de l'espace. Et j'ai vu des choses dingues parce que je tourne un film aussi qui s'appelle Take a Breath. Et notamment, j'ai rencontré un gangster sanguinaire qui, grâce au souffle, a connu la rédemption, qui a cessé la violence, qui a retrouvé la paix, qui a reconnecté justement avec son âme. Il a vu toute la noirceur qu'il portait en lui. Il s'est dit, mais je ne peux plus vivre comme ça. Donc soudainement, ça l'a ouvert à quelque chose de très différent. Je parle dans le livre des 4 étapes du souffle. Il y a une progression qui se fait au début, donc il y a
le souffle qui est automatique, c'est-à-dire qu'on respire pour vivre et on s'en rend même pas compte. Ensuite, il y a le souffle personnel. Donc, on commence à être intéressé par l'introspection. Et puis, le souffle interpersonnel, donc dans notre connexion aux autres. Et puis, ensuite, eh bien là, le dernier stade, c'est vraiment quand on est dans l'ouverture au plus grand que nous, à cette connaissance plus globale, et puis à notre âme aussi, à la subtilité de ce qui n'est pas toujours explicable, mais on a cette ouverture-là parce que le souffle, justement, active les zones, entre guillemets, spirituelles de notre cerveau. Tout à l'heure, tu faisais référence au travail de Stanislas Grof, que j'ai eu la chance de rencontrer en Californie chez lui et de l'interviewer, et de pouvoir expérimenter cette respiration holotropique. Alors c'est intéressant parce que là on parle de carrément, on entre dans un état modifié de conscience, il y a d'autres choses qui prennent le relais. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment ça bascule et qu'est-ce qui se passe réellement? Comment tu le vois? Alors moi, la première fois que j'en ai fait l'expérience, donc je me suis retrouvée les bras en l'air comme ça pendant 45 minutes, bloquée, comme si j'avais la sensation d'avoir vraiment les biceps dans des blocs de glace. C'était mais tellement réel, sauf que j'avais pas la sensation de froid, mais vraiment je pouvais sentir ça. Et je me suis dit, waouh, c'est dingue, hein. Mon corps ressent quelque chose qui n'existe absolument pas. Je suis en hallucination et j'ai juste initié ça par la pratique d'une pattern respiratoire ultra simple. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Le cerveau, il comprend plus du tout de quoi il est question. Donc, comme on l'envoie avec un rythme respiratoire qui affole tous les voyants, lui, il est en système d'alerte, il est là, ouh, c'est de la folie, qu'est-ce qui se passe? Et pendant ce temps-là, il est occupé à essayer de se dire, waouh, il faut éteindre l'incendie. Il y a tout le reste qui remonte. À mon sens, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que nos cellules se mettent à parler. Les émotions qu'on avait planquées sous le tapis pendant des années se mettent à monter. Parce qu'on n'a plus du tout cette notion de contrôle. Il n'y a plus rien qui nous enferme finalement. Donc tout ce qu'on avait en effet essayé de faire passer de façon bien discrète va revenir à ce moment-là. Donc c'est l'occasion de faire des grands ménages. Et puis aussi ce qui est intéressant avec cette respiration-là, c'est que selon ce que l'on vit, on ne va pas recevoir les mêmes informations. Moi j'ai eu l'impression de faire par exemple des vrai voyage dans le temps parfois. Je ne savais pas si j'étais dans le passé ou dans le futur. Au moment, je libérais des émotions qui étaient bloquées. Il ne se passe jamais la même chose. Mais comment, pour avoir vécu certaines expériences, des fois ça va loin, ça peut aller loin dans ces états de conscience modifiés avec la respiration. Et comment savoir où s'arrêter avant que justement il y ait quelque chose d'une information qui est peut-être de trop? Ou est-ce que tu dirais qu'à chaque fois on vit vraiment exactement ce qu'on a besoin? Je pense notamment à des techniques comme le rebirth, qui peuvent, je veux dire, moi je l'ai vécu comme un arrêt presque un peu, c'était compliqué à vivre sur la fin. Est-ce qu'il y a des expériences comme ça, je veux dire, avec le souffle qui peuvent aller trop loin, où on essaye trop d'être dans une initiation, de tester quelque chose qu'on contrôle plus et on s'essaye un peu seul et après tout comme une drogue ou un médicament qui a été en overdose, on peut un petit peu basculer. Est-ce que tu as pu rencontrer ça ou des conseils que tu as par rapport à ça? Alors c'est très juste ce que tu dis, l'usage du mot drogue, parce que y a une technique qui s'appelle le breathwork. Enfin, ça ressemble au rebirth, des techniques holotropiques. Donc c'est cette hyperventilation et qui justement crée ces états modifiés de conscience. À mon sens, il y a les personnes qui ont des comportements un peu addictifs vont avoir envie d'en faire tout le temps. Pour moi, c'est de la même façon qu'on fait un nettoyage de printemps. On y va de temps en temps, mais on ne va pas en faire tous les jours, quoi. Parce que c'est trop intense et qu'en effet, si on s'y met tous les jours, on devient dans cette addiction qui nous fait nous échapper du monde. De la même façon que parmi les gens qui méditent, il y a des gens qui sont plus excités d'aller méditer que de vivre leur vie. Moi, je ne suis pas pour la spiritualité détachée de la vie. Je trouve que voilà, les deux doivent être connectés. Donc, la respiration, oui, mais si c'est un moyen d'aller triper, comme vous prendriez de la drogue, non, il faut l'utiliser à bon escient. De surcroît, ne pas le faire seul. Parce que, en tout cas dans les débuts, parce que vous ne savez en effet pas les réactions que vous allez avoir. Ça dépend beaucoup de la confiance que vous allez avoir en votre coach, en la personne qui crée l'environnement sécurisant pour vivre cela. Il y a de plus en plus de cours collectifs. Alors, tu as toi-même créé l'Académie du souffle.
J'ai créé l'Académie du souffle, ouais, mais on fait pas ce genre de technique respiratoire, on fait d'autres choses, on explore d'autres territoires. Mais à mon sens, pour démarrer, il faut quand même faire attention et vraiment se sentir avec quelqu'un qui va pouvoir gérer. Parce qu'on ne sait pas les réactions qu'on peut avoir. Et il y a des personnes qui peuvent, en effet, vivre un moment difficile, comme tu as l'air de le dire. Je ne sais pas ce que tu as vécu à ce moment-là, mais ça peut être très troublant. Donc, on a besoin que quelqu'un soit là pour nous tenir la main et qu'il n'y ait pas 70 personnes dans la salle et qu'on se retrouve avec soudainement quelque chose qui est réactivé. J'ai travaillé avec un couple de psychiatres à New York, ça fait 25 ans qu'ils pratiquent des techniques respiratoires, ce sont vraiment des grands experts. Patricia Garbart et Charbonne. Et eux sont plutôt méfiants en disant oui, il y a des pathologies mentales qui vont aller se réveiller à cause de ces types de respiration. Donc en effet, c'est puissant. Posez-vous la question de la même façon de savoir si vous prendriez une drogue parce que ça va déclencher les mêmes choses. On voit que dans la glande pinéale qui s'active justement, on va déclencher une substance qui s'appelle DMT qui est aussi contenue dans l'ayahuasca. Donc c'est pas juste anodin, hein. Je veux pas vous faire peur non plus. Mais... Non, mais c'est très intéressant. Je pense qu'on... Il y a une à faire, mais il faut la faire justement en conscience. Ne pas aller faire ça n'importe comment, voilà. Et aussi respecter, parce que c'est des moments où on a accès à des choses très puissantes. Et pour pouvoir justement se sentir dans la liberté d'aller un petit peu loin, parce que tu as raison, il y a des degrés. Moi, parfois, j'ai fait du breathwork où j'étais pas engagée, j'avais pas tellement envie, donc je faisais strict minimum. Alors, on ressent quelques effets, mais on n'a pas du tout cet accès très grand soudainement à plus d'informations. Et comment ça se fait qu'on peut accéder comme ça, à travers ça, au passé, à d'autres infos? À quoi on accède finalement? Quel est l'accès du souffle? C'est justement l'activation de cette région qui s'appelle l'épiphyse, qu'on connaît aussi comme étant le troisième œil. Et on s'aperçoit que justement, chez les êtres très spirituels ou qui ont des éveils, eh bien, c'est une partie du cerveau qui est particulièrement active. Donc, je ne peux pas dire exactement ce qui se passe, parce qu'on ne le sait pas d'ailleurs. On s'aperçoit en effet qu'il y a des substances de la chimie et ça nous rend plus ouverts à cette perception. Et je pense que tous les cerveaux d'ailleurs ne fonctionnent pas de la même façon. Moi, je sais que je peux atteindre des états modifiés de conscience assez facilement, parce que je pense que ça doit être une région qui chez moi a été bien irriguée depuis longtemps. Et ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais en créant justement ces espèces de routines respiratoires et en l'activant, on va l'ouvrir de plus en plus. Donc ce qui se passe précisément et pourquoi ça diffère d'une personne à une autre, je ne peux pas te dire. En tout cas, on sait aujourd'hui qu'il y a une réponse du cerveau. En revanche, par exemple, la conscience, rien ne dit que la conscience est dans le cerveau. Donc c'est des choses qui sont aussi différentes. Il y a une espèce de mystère. Et tant mieux d'ailleurs, parce qu'on peut plaquer ce qu'on a envie de mettre comme interprétation, comme croyance, comme intuition, voilà, en fonction de l'histoire qu'on a avec sa propre spiritualité. La spiritualité, c'est quelque chose de tellement personnel finalement. Oui. Mais en tout cas, l'information qu'on va recevoir, que pour certains est peut-être de l'imaginaire ou du réel ou d'une vie passée ou peu importe, ou des annales akashiques ou que sais-je, c'est une information qu'on met en conscience, qu'on met en lumière, qu'on reçoit et donc qui va pour nous-mêmes faire écho certainement à quelque chose et apaiser ou donner une clé parce que c'est ça finalement, c'est une étape pour transformer. C'est pas une solution. Tu n'es pas en train de dire que le souffle est la solution à tout. Même si c'est un maître, il peut nous guider vers d'autres sciences, d'autres techniques. Absolument, c'est transformateur, c'est exactement ce que tu dis. Ça nous accompagne pour la transformation, ça nous accompagne pour nous faire monter les échelons, pour passer d'un état de conscience à un autre, pour nous rendre de plus en plus conscients, pour faire accéder à la paix. Pour moi, le souffle, tu vois, j'ai commencé mon travail avec le cerveau, donc la compréhension du cerveau, comprendre quelles étaient nos programmations, ce qui faisait qu'on était qui on croyait être, qu'on n'est pas réellement finalement, puisqu'au début, on construit cette personnalité et puis à un moment de la vie, on s'en détache de plus en plus pour renouer à quelque chose qui est plus en lien avec notre âme, avec notre essence profonde. Et le souffle, une fois qu'on y accède, il va nous permettre d'arriver à cette dissolution justement de nos personnalités, de ce qui nous emprisonne quelque part, et d'accéder au cœur, et d'accéder à l'amour vraiment inconditionnel, à l'amour
qu'on a pour le monde, pour le fait juste de vivre. Donc, c'est très pour ça. Le boulot, il est là. C'est pour nous amener à cet amour-là, pour nous amener à la paix. Tu vois, je parle d'écologie dans le livre parce que on est très intéressé de faire attention à notre planète, et c'est très bien. Mais à mon sens, personne ne peut faire quoi que ce soit pour qui que ce soit si lui-même n'est pas en paix avec lui-même, si lui-même n'a pas cette écologie intérieure. Et le souffle, il sert à ça, à purifier notre être intérieur pour justement pouvoir occuper notre place dans le monde de la façon la plus apaisée possible. Et sans paix, il n'y a pas beaucoup d'actions qui peuvent se faire. Donc c'est, oui, transformateur. Et comme tu dis, la pollution est en fait à l'intérieur. On se plaint de la pollution extérieure, mais on en a aussi à l'intérieur. Et le souffle peut aider en ça. Bien sûr. On en a dans nos relations, on en a dans nos modes de vie, on en a justement dans nos attachements, dans nos croyances, dans nos modes de consommation, dans tout, on a de la pollution en permanence. Et donc, il faut nécessairement filtrer, parce que si on ne fait pas ce travail-là et qu'on prend la pollution et qu'on la ressort de la même façon, voilà, on continue à vivre dans le même monde. Ce n'est pas possible. Et on n'est pas juste un transmetteur, on a aussi cette notion de filtre. Et d'ailleurs, le mode respiratoire fait filtre comme ça. Ce qui rentre n'est pas la même chose que ce qui sort. On retient des choses à l'intérieur, mais retenons du bon et retravaillons-le pour le refaire sortir positivement. Tu fais combien d'exercices conscients par jour de respiration? Genre, je me souviens à un moment, pendant 1 an, j'avais fait ce type de yoga là, avec la respiration rapide sur 1 et 2 narines, etc. Et c'est vrai que ça me faisait du bien. Après, c'est des pratiques qui vont des fois et viennent. C'est ce style de respiration que tu fais, ou combien de fois l'activation du feu en nous, ou ça dépend des situations? Quelle est ta pratique? Ça dépend des situations. Si j'ai besoin de m'ancrer, je fais un certain type de respiration. Si je suis un peu crevée, je vais faire autre chose. J'aime bien aussi faire des expérimentations parce que j'aime bien faire des respirations à divers moments. Il y en a une que j'adore, c'est la respiration des ninjas. Donc, c'est 1 inspiration par minute. Et elle est ultra difficile, mais elle amène à un niveau de précision. Voilà. Après, vous pouvez sauter sur le toit des immeubles. Mais c'est très intéressant de voir quand est-ce qu'on est en état de la faire, quand est-ce qu'on n'est pas du tout en état de la faire. Donc j'aime bien aussi expérimenter, encore une fois, pour faire connaissance avec moi-même et ce qui se passe de façon plus subtile. Et puis, oui, j'ai des petits rituels, mais qui peuvent changer. Ça dépend vraiment de... C'est une boîte à outils. Et puis, en fonction de ce dont on a besoin à l'instant T, on utilise, voilà. Et on sait que c'est toujours là et qu'il y en a pour tous les problèmes, pour tous les besoins. Et c'est ça d'ailleurs très rassurant. Ouais. De manière générale, on parle de respiration verticale ou des fois horizontale. Là, on favorise quand même dans le quotidien une respiration horizontale, c'est ça? Exactement. La respiration verticale, c'est donc de dire que, en fait, on respire avec les épaules. Et il se trouve que les épaules ne sont pas un muscle respiratoire. Donc, ce n'est pas une bonne façon de respirer. Et on doit respirer davantage comme des chats. En fait, c'est vraiment par là que ça se passe. Et surtout, pas seulement abdominale, parce qu'on parle partout de la respiration abdominale, mais en fait, la respiration doit être du diaphragme. Et le diaphragme, ce n'est pas juste le ventre, hein, c'est aussi le thorax. Et surtout à 360 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit respirer aussi par le dos et par les flancs. Donc, c'est pour ça que je parle de chat, c'est que vraiment tout doit gonfler. Et quand on réapprend à respirer comme ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous remettre dans la bonne posture physique, parce que le diaphragme ne peut fonctionner que si on est bien notre plancher pelvien perpendiculaire voilà, au haut de notre corps. Sinon, il ne peut pas faire son boulot, parce que c'est comme si le conduit de cheminée n'était pas bien dégagé. Ça nous pousse à la posture juste. Thierry Jensen, qui a écrit son livre « La posture juste », eh bien, quand on écoute notre respiration, ce qu'elle nous dit pour qu'on soit correctement positionné, on est dans la posture juste. Voilà. Et on libère son potentiel, parce que c'est quand même ça qui t'intéresse en général. Hein. J'ai cru comprendre que c'était ton thème. Oui, absolument, la libération du potentiel humain, parce que je trouve qu'il y a trop de souffrance, de personnes qui se sentent coincées, qui ont l'impression de ne pas arriver à libérer ce potentiel. Et le souffle, il permet ça, il débloque des petits verrous les uns après les autres. Alors, c'est pas miraculeux comme ça tout de suite, mais on avance et on voit qu'on avance. Mais tu dis qu'on est quand même des magiciens. Je vais finir là-dessus, mais nous sommes des magiciens, tu emploies le mot.
Nous sommes des magiciens, ça veut dire que c'est pas explicable. Ça veut dire qu'il y a des trucs, ça veut dire qu'il y a des ficelles. Il faut qu'on apprenne justement l'envers du décor et comment utiliser ça pour faire de la magie et rendre nos vies pleinement magiques. Merci beaucoup de transmettre si bien ce super pouvoir dans ton livre, L'incroyable pouvoir du souffle, Stéphanie. Je souhaite Merci. un beau succès pour ce livre parce qu'il est très bien fait, enrichissant et en effet pratique, non seulement éducatif, mais merci de cette interview et Du souffle, il y a une masterclass en ligne pour justement réapprendre à oui. respirer, faire connaissance avec son système nerveux, voilà, faire un vrai Ça, c'est bilan. l'Académie du souffle. Exactement. Donc, on a fait des cours en ligne. Il y en a un premier qui est une masterclass un peu générale qui est accessible Super. Et ça, on le retrouve sur ton site. sur le site de l'Académie du Souffle, l'académiedusouffle.com/masterclass. Mais si on va sur l'Académie du Souffle, on le trouve. Super. Merci beaucoup. Le timing est parfait. Merci Stéphanie. Merci à tous de votre intérêt et surtout respirez. Ouais. Et partagez cette interview aussi. Ces sujets sont importants à diffuser sur Internet. Comme ça part aux quatre coins du monde. J'adore. Merci beaucoup Stéphanie. À bientôt. À très bientôt.